Chers amis du Club des Hommes en Noir, bonjour, très heureux de vous retrouver enfin pour une nouvelle émission. Nous ne sommes pas définitivement partis, nous sommes donc heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission à nouveau au Club des Hommes en Noir avec les invités de ce jour. L'abbé Grégoire Sellier, bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Merci d'être à nouveau présent. Voilà, et bonjour à tous les auditeurs frustrés des deux voilà. semaines précédentes. Merci d'appuyer sur la blessure. Le chanoine ou l'abbé Marc Gelfucci. Du diocèse de Paris. Merci. Du diocèse de Paris. Merci également de votre présence. Monsieur l'abbé, je vous laisse vous présenter, tiens. L'abbé Benoît, prêtre du diocèse de Bourges et recteur de Notre-Dame des Enfants. Que je voulais. Notre-Dame des Enfants. Revenons aux bonnes habitudes. Nous avons Notre-Dame des Enfants parmi nous via son représentant et Guillaume de Thieulois. J'allais dire qu'on ne présente plus, mais je vais quand même vous obliger à me présenter. À vous présenter. Bonjour Philippe et bonjour aux éditeurs. Je suis donc directeur du Salon belge en particulier. En particulier, mais entre autres choses. Entre autres choses. Alors, notre dernière mission remonte à plusieurs semaines maintenant, et entre deux, nous avons reçu à sa demande, je tiens à le préciser, Jean-Marc Sauvé, le président de la SIAZ, je vais bien le dire cette fois-ci, qui avait tenu à répondre à plusieurs critiques qui avaient été émises lors des clubs des Hommes en Noir. Et il avait notamment listé un certain nombre de sujets sur lesquels il voulait répondre, et il avait mis, dans une lettre tout à fait courtoise et sans aucune violence dans les mots, mis en cause plus particulièrement l'abbé Michel Viau et Jeanne Smith. C'est pourquoi ce sont eux qui étaient chargés de lui répondre lors d'un débat qui a suivi l'intervention de Jean-Marc Sauvé sur les différents points auxquels il voulait répondre. Alors cette émission a suscité beaucoup de commentaires de la part de ceux qui nous regardent, énormément de critiques que je comprends tout à fait, et d'où la question annexe, si je puis dire, mais par laquelle on commence cette émission, question qui est tout simplement celle-ci: fallait-il que nous recevions au sein du Club des Hommes en Noir Jean-Marc Sauvé pour qu'il puisse répondre aux différentes accusations, ou aux différentes critiques du moins, qui avaient été émises à son encontre ou à l'encontre du travail effectué par la commission sur les abus indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Je vois que l'abbé Sellier veut la parole, donc je commence par vous. Ben, moi, vous le savez, je vous ai tout de suite félicité de cette émission. Je pense qu'on peut critiquer Jean-Marc Sauvé, et je le fais sans difficulté, mais puisqu'on avait parlé de lui, puisqu'on l'avait critiqué, je pense qu'il était légitime de le recevoir s'il souhaitait parler. C'est l'ADN, pour moi, c'est l'ADN du Club des Hommes Noirs. C'est une libre parole, c'est un endroit où on peut vraiment parler en toute simplicité dans l'Église, contrairement aux médias officiels catholiques comme La Croix, ou KTO ou Radio Notre-Dame, où on va parler des gens et les critiquer sans leur donner la parole, sans dire même qu'ils existent. Et donc, de même que M. l'abbé Gouillot avait émis quelques plaintes que nous avons répercutées, je pense que Jean-Marc Sauvé avait été mis en cause. Il a pu... L'abbé Gouillot que j'avais invité à venir, même s'il voulait voilà. Et donc, directement. Après, il a pu s'exprimer, il a pu donner son point de vue. Nous continuerons à le critiquer autant qu'il sera nécessaire, parce que, encore une fois, la parole est libre dans les deux sens. Elle est libre pour que Jean-Marc Sauvé puisse s'exprimer, elle est libre pour que nous puissions le critiquer, précisément parce que c'est un lieu de dialogue, je pense, et de liberté, et que c'est pour moi un des points importants du Club des Hommes Noirs. Merci Monsieur l'abbé. Est-ce qu'il y a d'autres... Je partage à 100% l'avis de l'abbé Sellier. Je pense que c'est exactement ça. Et ça fait même partie peut-être d'une certaine façon de l'ADN de l'homme nouveau aussi. Sauf que évidemment, on sait très bien qu'il n'y aura jamais de retour. Mais ça, attends, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez dire comme il n'y aura jamais de retour? Il y aura cette liberté de ton qui est la nôtre ici. Là, j'insiste sur ce petit point qu'a exprimé l'abbé Sellier, n'existe pas ailleurs, quoi. Voilà, c'est clair. Monsieur l'abbé. Eh bien, il est nécessaire Est-ce que vous avez un avis de ne pas céder à l'atmosphère ambiante, c'est-à-dire que dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on
on veut le faire taire. Donc, si on pense connaître certaines vérités par rapport à d'autres qui seraient dans l'erreur, si on ne confronte pas, on ne se confronte pas, à un moment donné, on va ressembler à ceux qui seraient dans l'erreur et qui ont un monopole de l'information et qui font la même chose. Donc, mais si vous voulez, c'est contaminant, c'est vrai, on a envie d'écraser l'opposition. Vous voyez, et je ne peux pas rentrer dans ce mimétisme. Ah oui, mais je comprends tout à fait. C'est la réaction des personnes qui voudraient non seulement qu'on critique ce rapport, mais qu'il disparaisse et que ces personnes n'aient pas la parole. Mais c'est exactement ce dont on se plaint. Alors il faut faire attention. Guillaume, vous êtes un habitué des médias, donc de ce genre de problème auquel vous avez été vous-même confronté avec d'autres personnalités. Et donc, ça m'est arrivé d'y être confronté. Alors moi je suis entièrement d'accord avec ce que viennent de dire les abbés. C'est très utile qu'il y ait des endroits où on peut confronter les arguments en public. Par ailleurs, moi j'ai trouvé que Sauvé était vraiment très bon. Hein. On sent d'abord il connaissait bien son dossier et par ailleurs il a une autorité pour parler qui est assez impressionnante. J'ai noté aussi en positif qu'il était un peu en retrait de la main par rapport à la communication initiale du rapport de la SIAZ. En particulier, à plusieurs reprises, il a dit que l'Église était plutôt mieux que beaucoup de secteurs de la société française, alors que quand ils ont rendu leur rapport, ils nous avaient expliqué, alors peut-être pas Sauvé lui-même, mais dans la communication médiatique qu'il y avait eu, que l'Église était l'endroit le plus dangereux de la société française. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un peu mis l'eau dans son vin. En revanche, en négatif, je trouve quand même un peu dommage, personnellement, que Sauvé n'ait pas été un peu titillé ou questionné sur 2-3 sujets centraux. Il y avait le sujet des chiffres qui a été assez bien analysé, même si je n'ai pas été tout à fait convaincu par la réponse de Jean-Marc Sauvé. Mais il y a il y a surtout pour moi le sujet des abus systémiques et à aucun moment la question ne revient dans l'heure de débat. Et je trouve que c'est très regrettable parce que si effectivement la crise des abus sexuels dans l'Église est une crise systémique, ça veut dire qu'il faut changer la nature de l'Église, ça veut dire que donc l'Église n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Et donc, pour le coup, moi je trouve que c'est quand même très dommageable qu'on n'ait pas sérieusement critiqué ce point-là. De façon générale, j'ai été quand même assez surpris. Spécialement, c'est frappant quand on voit le niveau du bonhomme et la faiblesse de sa théologie. Enfin, en particulier, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage-là vers la fin, où il dit on a critiqué la définition du prêtre ipse Christus. Alors qu'il est censé répondre à une persona Christi, qui n'est pas tout à fait la même chose que ipse Christus. Et ipse Christus, c'est un truc de spiritualité assez classique depuis les pères. Chaque fois qu'un baptisé est baptisé, on dit qu'il est ipse Christus. C'est pas très original, et c'est pas du tout une marque du sacerdoce tridentin, ou je sais pas quelle bêtise du même acabit. Et moi, j'ai été vraiment très surpris qu'il ne soit pas un peu sérieusement attaqué sur la théologie. Alors, il prenait soin de dire qu'il n'en faisait pas. Enfin, il en a fait. Les recommandations sont des recommandations objectivement de changement de la structure de l'Église. Alors il dit je ne touche pas au pouvoir d'ordre, je touche au pouvoir de juridiction. Prenez-nous pour des pélicans, quoi. Donc moi j'ai été un peu je suis un peu resté sur ma faim sur cet aspect-là. Écoutez, merci, parce que ça va me permettre de préciser aussi comment était, puis on passera à un autre sujet évidemment, mais comment était organisée cette émission. C'est-à-dire qu'il y avait une première partie où il s'agissait de bien lui laisser la parole comme il l'avait demandé, sans réclamer officiellement le droit de réponse, mais ça s'insérait en tous les cas dans cet état d'esprit. Donc il avait listé un certain nombre de points, donc on les a repris. Et une deuxième partie, donc ça ne faisait pas une heure de débat en fait, hein, et une deuxième partie de débat, donc mené par Michel Viau, enfin le père Viau et Jeanne Smith, dans lequel effectivement on peut regretter, enfin moi c'est un peu mon regret, c'est qu'on n'ait pas abordé le point central qui me semble être le côté systémique des abus sexuels dans l'Église et qui remet en cause toute l'Église elle-même. Donc ça, je
partage. Oui, pour finir peut-être, monsieur Abbé. Juste une petite chose, c'est que c'était la première fois qu'on était confronté à que le commandant Nord a été confronté à ce Vous type êtes un de très bon avocat. Voilà, et donc je pense qu'effectivement, qu'il y ait eu quelques des insuffisances parce qu'on n'était pas préparé à ça, ça ne me paraît pas scabreux. Ce qui me paraît important, c'est de dire à tous que voilà, c'est un lieu de libre parole. On organisera peut-être mieux la prochaine fois si ça advient, mais en tout cas Il est vraiment très très bien, l'abbé Sellier. Voilà. Vous avez votre... Il va être le responsable du coaching de la Ouais, prochaine c'est émission. ça, ouais, Alors passons au sujet finalement qui nous réunit. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Ukraine a été envahie ou subit la promenade des armées russes ou de l'armée russe. Ma première question est assez simple, c'est comment est-ce que vous avez réagi en apprenant cette nouvelle? Est-ce que ça a été pour vous la fin du monde, un événement banal, peut-être trop mis en musique par la presse occidentale, ou est-ce que vous avez réagi de manière un peu différente? Je vais me permettre de faire un petit peu d'humour au milieu de ces événements tragiques, mais vous savez, nous attendons les Cosaques et le Saint-Esprit, et donc, voilà, pour les Cosaques, je crois que ça se présente pas mal. Pour le Saint-Esprit, on verra. Non, mais au-delà de cette boutade, je pense que tout le monde d'abord a été surpris. Et après, dans notre discussion, on va voir, mais je pense que la première réaction, c'est la surprise, quoi. Votre première réaction, c'était celle-là, de dire... à part les Cosaques. Ma deuxième, si vous voulez, c'était de dire, il avait dit qu'il le ferait. Le président Poutine avait dit qu'il le ferait, et il le fait. Lui. Je vais me permettre de donner la parole aux laïcs sur ce sujet guerrier, et puis on ira vers la paix ensuite. Moi, j'ai été effectivement très surpris. Pour moi, c'était vraiment un bras de fer idéologique et de diplomatie de part et d'autre. Et j'avoue que je n'ai pas du tout anticipé l'invasion elle-même. Je pensais que c'était une forme de négociation un peu musclée. Et j'avoue que j'arrive pas très bien à comprendre, encore maintenant, donc ça fait 15 jours que l'invasion a commencé, mais j'arrive toujours pas à comprendre quels sont les buts de guerre. Et chaque fois que j'essaye d'avoir des renseignements sur le sujet, je ne trouve pas d'interlocuteur qui soit capable de me dire il est évident que, ou de tout. Enfin voilà. Moi, mon idée de départ, c'était qu'il voulait faire dans le Donbass quelque chose d'analogue à ce qu'il avait fait en Crimée, ce qui ne nécessite pas du tout d'envahir l'Ukraine. Après ça, je me suis dit probablement qu'il veut négocier en force avec le gouvernement de Kiev pour la reconnaissance de l'indépendance de la Crimée et d'une autonomie ou de l'indépendance du Donbass. On entend maintenant que ça pourrait aller jusqu'à l'autre rive du Dniepr. Donc, franchement, je sais pas où ça va. D'abord, il est possible aussi que les événements entraînent les événements et que tout ça ne soit plus entièrement maîtrisé. Je pense que l'invasion était parfaitement maîtrisée, mais la suite, peut-être moins. Et donc, moi, d'un côté, j'ai été surpris et je continue d'aller de surprise en surprise. Je trouve pas que ça soit du tout si facile que ça de comprendre ce qui se passe. Oui, ça, sur ce point-là, on se retrouvera. Est-ce que c'est la surprise aussi qui vous a... Eh bien, malheureusement, non. Je m'intéresse trop à la vie du monde et pas assez à l'oraison et à la prière. Je n'ai pas les pouvoirs de confession. Donc, tout à fait. Et donc, moi, ça fait des années que je regarde cela, d'autant plus que j'ai un confrère qui a appris le russe et qui a passé environ 1 an, 2 ans en Russie. Et donc, il est évident que la Russie post-soviétique n'est pas libérale. Vous n'avez pas tout à fait échappé, ça, monsieur Abbé. Mais Poutine a pourtant, plus de 50% de la population derrière lui, et même s'il bourre les urnes à l'occasion. Monsieur Abbé, votre réaction, ma réaction, sur le moment, quand vous avez appris le la nouvelle. nationalisme russe qui a été blessé par la chute de l'Empire soviétique et la volonté de l'OTAN d'encercler la Russie. Pour moi, ça ne m'a pas surpris du tout. Les Russes ne pouvaient plus supporter cela. Donc,
contrairement à ce qui s'est un peu dégagé Alors, jusqu'ici, qu'en Ukraine, il y a un point particulier avec le Donbass, les russophones, le fait d'interdire le russe après Maïdan, les circonstances de Maïdan, les événements d'Odessa avec les personnes qui ont été brûlées dans l'immeuble. Tout ça, si vous voulez, ce sont des circonstances humaines pénibles, violentes. On va en reparler de tout ça. Mais que la Russie dise maintenant c'est fini. La dernière information, mais elle va peut-être être démentie de ce matin, c'est que la Pologne permet à des avions de type soviétique de type russe pour améliorer les choses quand même, pour que ça se fonde, pour qu'ils se tirent dessus de manière plus agréable. Eh bien, elle autorise le passage des avions. Alors ça, par contre, c'est inquiétant. Parce que les Russes ont bien dit Monsieur l'abbé. qu'ils abattront tout ce Je voudrais que l'abbé Céline nous dise comment il a réagi. C'est très simple. J'étais dans une session où j'avais pas de contact. Donc vous l'avez découvert après? Je l'ai découvert après. Et par ailleurs, je n'ai pas de compétences géopolitiques. Je suis très admiratif du nombre de géopoliticiens qui sont nés spontanément et qui nous expliquent tout. Je n'ai pas d'avis particulier sur ce conflit malheureux. Ce n'est pas votre avis que je vous demande, c'est votre réaction. Voilà, j'ai été un peu surpris parce qu'effectivement, j'avais l'impression que c'était le genre bras de fer. Normalement, le bras de fer, on sort pas le revolver. Mais là, il y avait bras de fer et revolver. Mais je ne connais pas, je serais incapable de situer l'Ukraine sur une carte. Donc, je ne vais pas prétendre en plus c'est vraiment français, vous, jusqu'au bout des ongles. Nul en géographie. Parisien. Pas nul en géographie, hostile à la géographie. Hostile. Ça, c'est peut-être un manque. Certains de nos contacts, parmi ceux qui nous regardent, qui nous suivent, nous ont tout de suite demandé si l'Église avait une position sur ce conflit. Alors, depuis quelques semaines, les évêques ont donné un certain nombre de messages, à commencer par Monseigneur de Moulin-Beaufort. Les évêques français, vous voulez dire? Pardon, excusez-moi, oui, les évêques français. Ces déclarations étaient, comment dirais-je, c'était un mélange. Bon, il y avait des appels à la paix, des appels à la réconciliation, des choses que tous les évêques du monde doivent faire, que le pape doit faire, que l'Église doit faire. Je pense que là-dessus, on sera tous d'accord. On est tous pour la paix contre la guerre. Hein. Mais ce qui m'a... Oui, moi j'ai une question là-dessus quand même. Ce qui m'a dérangé, c'est que c'était assorti de considérations sur la vocation à l'Ukraine de rejoindre l'Europe, qu'elle représentait un phare de la démocratie dans un Est assombri par... l'illibéralisme. Voilà, il y avait quelque chose de... Un évêque ancien militaire a émis quelques propos on avait l'impression qu'il relayait plus ou moins les communiqués de l'OTAN. Enfin, c'était... Si vous voulez, il y avait deux parties. Une qui, à mon sens, concerne quelles que soient nos compétences ou incompétences dans ce domaine, mais de dire on appelle à la paix, on appelle à la réconciliation, voilà. Et puis d'autres considérations sur l'Europe qui serait l'horizon indépassable pour l'Ukraine, quoi. Donc l'Europe entendue comme Union européenne. Hein. Comprenons bien. À l'occasion de sa visite, le patriarche gréco-catholique de Kiev, qui était passé en France il y a quelques années, avait aussi, on avait appelé à l'Europe Union européenne. C'est très désagréable, ça, je trouve, et pas ajusté. Mais c'est la complexité de ce pays aussi, voyez-vous. De quel pays? De l'Ukraine. Il y a jusqu'à 9 nationalités en Ukraine. Vous avez des Tatars aussi en Crimée, vous n'avez pas que des russophones ou des Russes. Vous avez des Polonais, vous avez des Allemands. Et qui dit polonais dit catholique. Alors, ils sont d'origine polonaise. Mais l'Ukraine est loin d'être homogène. Et c'est la raison pour laquelle, dans les accords de Minsk, on avait accepté, et pas appliqué, une fédération. Donc, d'un point de vue géopolitique, interne, de géographie et de peuples, de sous-peuples dans l'Ukraine, vous avez 3 patriarcats. Donc nous, en tant que prêtres catholiques ou des évêques catholiques, il est bien évident qu'il y a une question écuménique importante dans ce conflit.
Et donc on marche sur des œufs par rapport aux orthodoxes. En plus, vous avez des Ukrainiens indépendantistes, qui ne veulent pas de l'influence de l'orthodoxie russe et qui ont fait un patriarcat ukrainien orthodoxe, ukrainien. Mais qui est reconnu par les autres patriarcats. Par le patriarche de Constantinople. Par Oui, bien sûr. Constantinople, par les Byzantins, par rapport à la nouvelle, à l'orthodoxie moscovite. À Kiev, il y a 3 patriarches de rite byzantin. Celui qui dépend de Moscou, celui qui dépend du siège de Constantinople et celui qui est uni à Rome. Vous imaginez la complexité Moi, je dirais, alors, on commence par un peu de géopolitique, en tout cas... Un sujet que vous aimez beaucoup. Non, mais je veux dire, ce sont des pays frontaliers de la Russie. Je dirais pousser les feux, d'une part de l'Union européenne et d'autre part, encore plus pire, de l'OTAN, me paraît complètement déraisonnable. Pourquoi pire? Parce que l'OTAN, c'est militaire et ça a été fondé contre l'URSS, soyons clairs. L'OTAN, ça a été fondé contre l'URSS. Donc l'Union européenne, déjà, c'est un immense empire aux portes d'un autre immense empire. Donc c'est déjà qu'il n'y ait pas, je dirais, des pays qui servent de tampon, ça ne me paraît pas raisonnable. Mais l'OTAN, qui est, encore une fois, une force militaire, qui est en partie dirigée contre la Russie actuelle, me paraît complètement déraisonnable. Laissons une zone tampon dans laquelle, effectivement, des gens seront neutres ou ne seront affiliés ni à côté ni à l'autre pour éviter les frictions. Ça me paraît déraisonnable d'aller dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous assistons à un miracle. Oui. L'abbé Sellier fait de la géopolitique en direct, enfin quasiment en direct. Guillaume, vous vouliez peut-être réagir? Moi, j'ai une question après à vous poser qui est importante, me semble-t-il. Moi, à propos de l'OTAN, j'ai quand même plusieurs sujets. Le premier, c'est que l'OTAN a été construit comme une organisation défensive contre l'Union soviétique. Défensive. C'était tout pays, notamment de l'Europe de l'Ouest, qui serait attaqué par les soviétiques, serait défendu par l'ensemble des pays de l'Atlantique Nord. Évidemment, après la chute de l'Union soviétique, l'OTAN a changé de nature sans jamais réformer ses statuts. Et donc, aujourd'hui, on ne sait pas quel est le mandat de l'OTAN. Donc, pour moi, c'est un vrai gros sujet pour l'avenir du monde. Mais par ailleurs, en sens inverse, je pense qu'il y a aussi beaucoup de propagande du côté russe sur le fait que l'Ukraine allait rentrer dans l'OTAN. Tous les dirigeants de l'OTAN disaient que c'est pas possible. Donc, alors moi, je veux bien que Poutine ait eu des informations que je n'ai pas. J'imagine que les services de renseignement russes sont encore assez opérationnels, d'après ce que j'entends dire. Ne serait-ce que parce que ils ont un colonel du KGB à la tête du pays qui doit s'intéresser un peu à ce genre de questions. Mais plus sérieusement, en tout cas publiquement, l'OTAN disait, autant l'Union européenne, c'est un autre sujet. L'Ukraine était au bord de commencer les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Ça, je comprends que ça agace un peu le voisin russe. Sur l'OTAN, je ne crois pas qu'il y avait de risque, entre guillemets, d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Après, encore une fois, je n'ai pas d'informations directes, mais je me contente de lire ce que disait la presse. Et pour prolonger ce que dit Guillaume, je pense aussi que, moi je n'ai pas de connaissance directe, je ne parle pas le russe, mais je m'intéresse à la Russie depuis très longtemps. Il y a aussi dans la tradition diplomatique, militaire et culturelle russe un art de la manœuvre masquée, un art de la contre-propagande ou de la propagande qui a été cultivé par l'Union soviétique. Et donc, il ne faut pas non plus, tenant compte de tous ces éléments qui nous ont été donnés et qui sont vrais, qui a attiré l'autre dans le piège, on peut aussi se méfier de l'ours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il faut être, à mon avis, très prudent. Et c'est pour ça que je dis que les autorités catholiques ont tout intérêt à ne pas en rajouter, ne prendre parti ni pour les uns ni pour les autres, et puis ne pas tomber dans... moi, en tout cas, je n'ai pas été Charlie, je n'ai pas cru à la petite fiole d'anthrax, je ne croirais pas non plus à cette hystérie collective qu'on nous sert, russophobe, même si je sais que les Russes sont des gens intelligents et qu'ils jouent les échecs avec quelques coups d'avance. Je voudrais rebondir sur la notion de paix que vous avez évoquée tout à l'heure en début d'intervention sur ce sujet.
est-ce que la paix est toujours est-ce que c'est un bien absolu, toujours, tout le temps? Est-ce que dans l'Église catholique, finalement, on entend aujourd'hui comme si on n'avait pas fait les croisades? Je sais qu'on nous le reproche, donc, mais quand même, posons-le en dehors de la question ukraino-russe, là, mais est-ce que la paix est le but absolu qu'on doit chercher? Allez, vous d'abord, parce que je suis vraiment... Voilà, je dirais les papes du XXe siècle, les papes de 14-18, c'est-à-dire Saint Pie X et Benoît XV, le pape de l'entre-deux-guerres, Pie XI, et le pape de 39-45, Pie XII, ont combattu vigoureusement la guerre elle-même. Ils n'ont pas combattu tel, je dirais, excès de la guerre, ils ont combattu la guerre elle-même. Et il me semble qu'ils commençaient à percevoir que les dégâts de la guerre sont absolument immenses. Et aujourd'hui, sans parler du nucléaire, le nucléaire c'est la dissuasion, donc l'équilibre de la terreur, donc on n'est pas censé s'en servir. Mais sans parler de nucléaire, donc les armes conventionnelles sont tellement puissantes et tellement destructrices qu'en fait les maux de la guerre vont dépasser les gains espérés par la guerre. Est-ce que ça veut dire que l'Église est devenue pacifiste? Attendez, je finis. J'aimerais bien que vous et donc, répondiez à ma question. je pense qu'aujourd'hui, dans tous les cas, n'est-ce pas, en supposant qu'elle soit une guerre juste, n'est-ce pas, supposons qu'elle soit une guerre juste. On parlera de la guerre juste après. Je pense que la guerre est la plus mauvaise des solutions, dans tous les cas, et qu'elle ne doit être utilisée qu'en cas d'agression caractérisée dans laquelle on est obligé de se défendre. Je pense vraiment que c'était ce vers quoi nous dirigeaient les papes du XXe siècle, et donc qu'en fait, effectivement, la paix est un bien vraiment presque suprême, parce que la guerre va apporter des maux tellement grands déjà, si vous voulez, la guerre de 14-18 a fait quand même 1,5 million de morts pour rien, puisqu'on a reconquis deux provinces qui venaient de se rallier à l'Empire d'ailleurs, hein. Bon, donc à l'Empire allemand. Mais je ne sais même pas s'il y avait 1,5 million de personnes dans ces provinces pour lesquelles on a sacrifié 1,5 million de Français, plus les blessés, hein, je parle seulement des morts. Et aujourd'hui, regardez l'invasion de l'Ukraine par les armées russes, c'est des destructions absolument immenses. Et alors, il y a, comment on appelle ça, il y a des rétorsions économiques qui vont nous tomber sur le nez, c'est clair. On va en souffrir énormément d'une guerre économique, seulement économique, dans laquelle on va énormément souffrir. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais intervenir? C'est-à-dire qu'on ne se bat pas, on n'aurait pas dû se battre contre Hitler, par exemple, pendant la Seconde Guerre. J'ai dit la guerre est la plus mauvaise des solutions à ne prendre qu'en toute dernière extrémité. Effectivement, je ne dis pas qu'elle est interdite. Je ne dis pas qu'elle est interdite. Mais vous parliez des croisades. Le rapport entre les biens et les maux n'est pas le même aujourd'hui. Tout à fait. Et encore une fois, simplement dans les armes conventionnelles. Je ne parle pas du nucléaire qui, lui, alors là, c'est carrément la destruction. De toute façon, on est tous morts. Oui, mais on est passé à une guerre industrielle, de type industriel. Voilà. À partir de 14, disons. À partir de 14. D'autres, Guillaume? Moi, je nuancerai un peu ce que dit l'abbé Sellier. Je vois bien, effectivement, que le magistère pontifical a beaucoup critiqué la guerre elle-même, mais je pense qu'on critique la guerre elle-même, non pas au sens de la guerre elle-même, mais la guerre telle qu'elle est devenue après la Révolution, parce que ce n'est pas uniquement la guerre de 14, c'était vrai déjà des guerres de Bonaparte, c'est la guerre de conscription. Ce qui change radicalement les choses par rapport au monde ancien, c'est que la guerre n'est plus une affaire de professionnels. Par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, il y a plus de civils tués que de militaires. Et d'une certaine façon, la solution pour prendre moins de risques est de devenir militaire. Hein, ce qui est complètement... Je retiens. C'est complètement inversé. Je vais m'engager tout de suite, oui. Non, mais c'est quand même très paradoxal, mais on le voit, évidemment, on l'a vu dans la Deuxième Guerre mondiale, mais on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de civils qui sont tués en Ukraine que de militaires. Au moins en Ukraine, pour les Russes, je ne dirais pas la même chose. Mais, donc moi je pense que et c'est pas naturel, c'est pas de la nature de la guerre elle-même que ce soit une affaire de civils. La guerre pourrait redevenir une affaire de professionnels, y compris avec des armes très sophistiquées. Et elle, à mon avis, dans ce cas-là, on reviendrait au cas classique de la guerre juste, où la question c'est la proportionnalité des gains et des pertes, etc.
Et par ailleurs, vous dites, Monsieur l'abbé, très justement, que la guerre est à utiliser qu'en dernier recours, mais ça a toujours été le cas. Quand Louis XIV dit ultima ratio regis, c'est quand même, en français normal, ça veut dire, pardon pour le français, ça veut dire quand même qu'on fait du bras de fer tant qu'on peut faire du bras de fer, et puis quand on ne peut pas, on fait... Louis XIV disait « j'ai trop aimé la guerre » quand même. Et dans le genre de rompre les alliances, les traités que l'on a signés, il était un champion. Les armées dans le Palatinat n'ont pas fait dans la dentelle. On ne s'égare pas, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de faire le procès de Louis XIV, pour l'instant du moins, mais d'évoquer cette recherche de la paix absolue ou pas. Oui. Eh bien, recherche absolue de la paix, pardon. Vous parlez de faits, de proportions, et donc à quelle limite on va accepter la guerre, d'être contre la guerre parce que la guerre moderne est fondée sur une production industrielle des armes et sur des frappes sur les civils. C'est du cas par cas, c'est de la casuistique actuellement, parce que il va y avoir une guerre de propagande des uns et des autres. Là, vous dites qu'il y a des destructions immenses en Ukraine, certains disent non. Vous dites qu'il y a des civils qui meurent en Ukraine, certains disent non. Et ils ne sont pas totalement minoritaires. Parce que l'armée russe, si vous voulez, elle est relativement puissante. Qu'elle avance lentement, c'est qu'elle le veut bien. Qu'elle évite les villes, c'est qu'elle le veut bien. On m'apprenait, quand j'étais aspirant dans l'armée française, que la spécialité des armées russes, des armées soviétiques de l'époque, c'était le barrage d'artillerie effrayant qui précédait les attaques. Là, on les a pas. Il semble pas, ou on ne veut pas nous les montrer. Je reviens quand même sur ma question qui était, donc en dehors, même si on s'appuie comme point de départ sur le conflit actuel, en dehors de ce conflit précisément, est-ce que la paix est pour l'Église est à rechercher à tout prix? Enfin, il y a la légitime défense. Pour moi, la légitime défense est très importante, sinon on est dans l'irénisme, c'est-à-dire la paix à tout prix. La légitime défense, si vous voulez, on ne peut pas ne pas, à un moment donné, repousser l'injuste agresseur. Dans l'avortement, par exemple, ce principe de théologie morale, de morale, est utilisé parce que l'embryon n'est jamais un injuste agresseur. C'est pour ça qu'on ne peut pas le tuer. Il est innocent. Et donc, vous me parlez de paix, du principe de la paix et de la guerre. Eh bien, est-ce qu'il y a une injuste agression? Est-ce qu'elle est disproportionnée? C'est au cas par cas. Alors, je vous donnerai un exemple tout bête bien sûr, par rapport à une sorte de peine de mort de fait. Vous avez eu la prise d'otages dans une maternelle à Neuilly. Et des belles âmes se sont indignées que le tireur d'élite ait tué le preneur d'otages pendant son sommeil. Alors, de fait, la ceinture d'explosifs était réelle et le détonateur était réel. Et quand bien même ça aurait été un fou avec une fausse ceinture et un faux détonateur, je suis désolé, il fallait sauver les enfants. Alors, on peut peut-être passer justement aux questions de la guerre juste, les critères de la guerre juste. D'abord, est-ce que cette notion existe encore pour l'Église catholique d'aujourd'hui? Elle est toujours dans le catéchisme, moi. Oui, elle est dans le catéchisme. Mais comme la peine de mort a été... non, ça n'a pas été modifié. Donc les critères de la guerre juste existent toujours. Je pense que les États auraient crié si on avait supprimé la guerre juste. La peine de mort, comme beaucoup d'États se préoccupent tellement plus de ce que dit l'Église. Ah, quand même. En tous les cas, son catéchisme. Alors quels sont les critères de la guerre juste? Allez, messieurs, vous avez révisé vos fiches, là, j'espère. Il y a justement le critère de proportionnalité et de résistance à l'injuste agression. D'avoir, utilisé tous les moyens possibles pour arriver à une solution négociée avant, tous les moyens possibles. Ça fait 2, il y en a 4. Tous les moyens moraux possibles. Diplomatiques, moralement. Pas avoir envoyé un tueur pour éliminer le chef d'État voisin. Si, ça peut rentrer. Le tyrannicide est permis. Le tyrannicide, voilà, mais je pose des bonnes questions. Mais il faut que la situation qui résultera de la mort du tyran
soit meilleure. Oui, absolument. Et une espérance qu'elle soit meilleure. Une espérance fondée. C'est le cas aussi pour la guerre. Voilà. Oui, absolument. Voilà, mais la question, c'est est-ce qu'on a une espérance que ça soit meilleur? Voilà, c'est ça. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on a une espérance? Est-ce que si la guerre s'enclenche et que les destructions sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus graves, même que l'invasion et que l'occupation, est-ce qu'il y a une proportionnalité? Je pose la question. Hein. Je pose la question. Vous posez la question par rapport au conflit actuel? Non, par rapport au conflit en En général, si effectivement, je dirais, l'invasion et la résistance, disons la résistance à l'invasion, produit des destructions dans le pays qu'on veut défendre, plus graves que les souffrances qui résulteront de l'invasion, que faire? Je veux dire, je pense qu'il y a une vraie question. L'Église n'a pas appelé les pays soumis au joug soviétique, hein, les pays de l'Europe de l'Est, à faire des partisans et à se révolter. Elle ne l'a pas appelé, hein, quand même, il faut bien le dire. Alors que c'était légitime. L'Union soviétique les occupait de façon injuste et illégitime, leur imposait le communisme, etc. L'Église ne les a pas appelés. Et je parle de l'Église de Pie XII, etc., pas de Paul VI ou je ne sais qui. Non, c'est bien. Mais il y a eu l'affaire des Cristeros et du Mexique aussi. Eh bien, rappelez, parce que peut-être que pour ceux qui nous regardent... Je ne vais pas faire injure aux lecteurs et aux auditeurs de l'Homme Nouveau de savoir ce que c'est. Mais ce n'est pas de l'Homme Nouveau, c'est du monde entier, c'est vrai. Tous ceux qui peuvent nous... Voilà, donc un gouvernement persécuteur, franc-maçon, libéral, pro-américain, soutenu par les États-Unis, s'installe au Mexique dans les années 20. Et la crise finit par se terminer par l'interdiction totale de l'Église. Et à ce moment-là, un certain nombre de catholiques mexicains ont pris les armes pour se défendre. Et il me semble bien que l'Église n'a jamais appuyé la révolte des Cristeros. Il y a eu un évêque avec eux. Voilà c'est ça. Tous les autres évêques avaient quitté le Mexique, il me semble. Vous voulez dire que c'était... Au nom de... On n'était pas dans le cadre d'une guerre juste, alors d'une révolte, enfin... Une résistance. D'une résistance... Parce que là, par exemple... On prenait un prêtre en train de célébrer clandestinement, puisque le culte était devenu interdit, et on le mettait contre un mur et on le fusillait. Donc, si vous voulez, au bout d'un certain temps, les fidèles ont été lassés. Voilà. Et si mais mon point, ils voulaient avoir la messe. Mon point de vue, c'est que, l'argument, c'était de dire... Il me semble qu'à l'époque, l'ensemble des évêques mexicains a dit non, pas de révolte. Pas de révolte militaire, armée. De façon générale, l'Église est en général pour l'ordre établi, y compris quand l'ordre est assez largement illégitime. Alors, on passe à côté de l'éléphant. Hein. Vous avez la Vendée quand même. Allez-y. Là, l'éléphant. Là, les évêques et les prêtres, disaient aux fidèles de résister. Hein. Les évêques n'étaient plus là. Hein. Oui, mais disons qu'il n'y a eu aucune condamnation. Il n'y a eu aucune condamnation de la révolte vendéenne. Il n'y a pas eu de condamnation. Y a-t-il eu une approbation? Et des prêtres ne cessaient de célébrer la messe pour eux. Je ne connais pas l'histoire de manière suffisamment précise pour savoir s'il y a eu des mandements épiscopaux concernant ces événements. Il me semble qu'il n'y en ait pas eu. Je ne crois pas qu'il y en ait. Mais encore une fois, comme a dit M. Tola, et il a raison, c'était le début de la guerre moderne, c'était la Révolution française, la conscription massive, etc. Encore que pour revenir à mon petit dada, aujourd'hui, par exemple, l'armée américaine est une armée qui n'est pas de conscription, de professionnels, et quand elle intervient, on peut pas dire que le pays après soit en bonne santé. Je ne veux rien dire, mais enfin les deux pays dans lesquels ils sont venus apporter la démocratie et la paix ne sont pas une grande réussite. Cela dit, vous avez parfaitement raison, mais je pense que c'est un sujet de doctrine d'emploi de l'arme, et comme il y a une doctrine de l'emploi de l'arme nucléaire, il y a une doctrine de l'emploi, et les Américains ont pour stratégie de sauver leur vie à tout prix, la vie de leur GI à tout prix, et quitte à ce que ça fasse des milliers de civils morts, parce que leur objectif, la doctrine militaire américaine, c'est, ce qui, de mon point de vue, est assez légitime, que le président américain se préoccupe davantage des vies américaines que des autres, ça me paraît pas absolument choquant, mais évidemment ça entraîne des conséquences radicales sur les autres. Je reviens justement à ce que vous disiez, monsieur l'abbé Sellier, tout à l'heure. Est-ce que dans le cadre d'une lutte contre le terrorisme, il ne faut pas aller mener la guerre sur les bases arrières terroristes voilà, qui vont entraîner aussi des conséquences dans le pays. On vient de voir avec l'opération au Mali, n'est-ce pas, le grand principe du tube de dentifrice. C'est assez facile de faire sortir le dentifrice du tube, assez difficile de le faire rentrer. C'est-à-dire qu'effectivement, on a fait... Vous l'avez déjà utilisé. Voilà, mais on a fait une opération qui...
c'est 14-18, la guerre fraîche et joyeuse, hein, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, effectivement, je n'ai rien contre. Si vous voulez, les objectifs de guerre me paraissent, dans un certain nombre de cas, légitimes, si vous voulez. Donc, effectivement, dire, voilà, je fais la guerre parce que j'ai tel objectif de lutter contre le terrorisme au Mali, qui va se déverser chez nous, je trouve que c'est un objectif légitime. Après, est-ce que, par les moyens de la guerre, on va réussir à atteindre correctement ces objectifs et pas aggraver encore la situation. Encore une fois, on est allé en Irak, on est allé en Afghanistan, la situation est bien pire aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Sans compter le fait que, on ne fait pas la guerre au terrorisme. Le terrorisme, c'est une technique d'usage de la violence. Pas au terrorisme, mais aux terroristes. Non, on ne fait pas la guerre au terrorisme. Les terroristes ont des bases arrières, donc on peut intervenir sur ces bases arrières. Non, mais par rapport à mais c'est là où on ne l'a pas évoqué, mais il y a l'entassement des causes et des effets. On part du géographique, parce que la géographie, ça compte. L'Afghanistan, c'est pas l'Ukraine, c'est pas l'Afghanistan. Et on va jusqu'à l'eschatologique, c'est-à-dire les Cosaques et le Saint-Esprit, si vous me permettez. Et le mélange de toutes ces choses-là fait que c'est d'une complexité effroyable et que... et en même temps... Que ça soit complexe, on est bien d'accord. C'est bien évident, mais est-ce que la complexité fait entraîne le fait qu'on n'agisse plus? Non, mais qu'on s'attaque à des terroristes et que ensuite les militaires et les politiques, les militaires ont des buts de guerre, les politiques ont des... je ne sais pas comment on va dire, des buts de guerre aussi, mais qui sont d'ordre politique ou d'ordre géopolitique. C'est pas forcément les mêmes. On voit très bien au Mali qu'il y a un problème d'accord entre les buts de guerre militaires, puisque la première campagne a été parfaitement réussie. Elle était, d'un point de vue technique militaire, elle a fait l'admiration de tous les militaires du monde entier. Mais le problème, c'est que c'est emboîté dans des problèmes politiques, des problèmes géopolitiques, des problèmes ethniques propres à l'Afrique, etc. Et que tout ça est très compliqué, exactement, avant de sortir le dentifrice du tube, il vaudrait mieux y penser à deux fois, quoi. Donc vous en appelez la vertu de prudence. Absolument, la vertu de prudence. Ah, oui, prudence politique. Sachant que, juste pour revenir sur le cas très spécifique de la guerre contre les terroristes, je ne crois pas que la guerre soit le bon instrument contre le terrorisme. C'est des forces d'action spéciale. Et donc, dans la pratique, c'est de l'ordre de la peine de mort non judiciaire. Bien sûr, mais ces forces spéciales sont quand même des forces. Oui, bien sûr, mais c'est tout à fait différent d'envoyer des Navy Seals ou le commandos de marine, vous voulez flinguer 2 ou 3 personnes ou un camp entier et d'envoyer l'aviation bombarder. Sûr, oui. Ça n'a pas du tout le même résultat. Et typiquement, ce qui s'est passé en Irak ou en Afghanistan, je pense qu'on aurait eu des bien meilleurs résultats si on avait eu une vraie coalition occidentale pour viser tel et tel camp, plutôt que de dire on va reprendre le contrôle de l'Afghanistan, ce qui était... Oui, en plus, si on va rajouter de la complexité, en sachant que ceux qui payaient les barbus d'Afghanistan sont des barbus qui produisent du pétrole et qui ont beaucoup d'argent. Ouais. Et qui sont les alliés des Américains. Écoutez, merci beaucoup. Il faut qu'on achève ici cette émission. Il y avait évidemment beaucoup de choses encore à dire sur l'Ukraine et la Russie. Il n'est pas dit qu'on n'en reparle pas. Merci beaucoup de vos éclairages. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, c'est promis, pour un nouveau Club des Hommes en Noir. D'ici là, que Dieu vous garde. Merci.